cette fin du XVIIIe siècle, le pays ne peut plus se satisfaire de l'ordre ancien traditionnel. Cet ordre féodal dans lequel le roi est à la fois le chef militaire, le justicier et le protecteur du pays, cet ordre dans lequel la noblesse le défend avec son épée, le clergé l'assiste de ses prières et le peuple qui travaille et paie l'impôt. La ruine du trésor public est en grande partie provoquée par la participation de la France à la guerre d'indépendance des États-Unis d'Amérique. Cette contribution énorme ruina les finances du royaume dès 1787. Les paysans veulent deux choses. La première, se libérer des droits féodaux et des impôts trop lourds. La deuxième, pouvoir accéder à la propriété. La vallée de Montmorency n'est qu'à moins de 20 km de Paris. Les hauteurs de la forêt de Montmorency, 160 à 180 mètres, et la butte de Salon-à-Cormeilles, 170 mètres, encadrent cette vallée. Ces buttes sont essentiellement forestières. En 1792, la vallée de Montmorency est parsemée de villages et de paysans. C'est une zone rurale des plus peuplées de France. La culture maraîchère et celle des arbres fruitiers forment la plus grande occupation de la population agricole. Les chevaux servent surtout au transport des marchandises. Les vaches sont peu nombreuses et suffisent à peine à produire du lait pour la consommation des habitants. Le commerce consiste dans la vente des produits du sol. Ceux-ci sont envoyés à Paris ou vendus sur les marchés de la banlieue. Les agriculteurs font aussi des expéditions de fruits pour certaines autres régions de France et même pour l'Angleterre. Le pain pour les pauvres est la base de l'alimentation la moins chère. Consommé en grande quantité, près d'1 kilo par personne adulte et par jour. En vallée de Montmorency, la forêt était le monopole des seigneurs. La chasse leur était réservée. Cependant, en 1792, la fidélité à leur seigneur n'existe plus, car le seigneur n'est plus sur ces terres. Les domestiques de haut rang veillent aux chasses de l'ancien seigneur et ils en tirent de confortables bénéfices. Le gibier que récoltent ces derniers est incroyablement abondant. Bien entendu, les paysans n'y ont pas toujours accès selon les cantons. Ils peuvent néanmoins y ramasser du bois de chauffage, des châtaignes et des champignons. Depuis 1789, une certaine bourgeoisie naissante a mis la main sur la majorité des forêts et des riches terres à blé qui approvisionnent Paris. Le poids des privilèges est bien réel, même si la part de ceux qui travaillent dans les propriétés du sol est toutefois bien plus importante qu'auparavant. En 1792, la commune de Franconville s'étend sur 619 hectares et compte 1025 habitants. La religion catholique est la base même de la vie sociale et culturelle des communautés en vallée de Montmorency. Le clocher de l'église est le centre de cette vie collective. On s'y retrouve pour y prier, chanter, mais aussi pour y débattre, s'y informer et décider des affaires communes en assemblée de village. La vie religieuse des premiers mois de la Révolution connaît des soubresauts du fait de l'opposition marquée entre le curé François Portefeuille et son vicaire Pierre Leplanquet, à l'égard du nouvel ordre des choses.
Le premier ne veut pas prêter serment à la Constitution dans les formes prévues, c'est-à-dire sans commentaire ni restriction. Le deuxième, rempli d'enthousiasme patriotique et voyant peut-être dans les événements révolutionnaires une occasion de promotion, est résolument partisan de la constitution civile du clergé. C'est lui qui, finalement, est nommé curé élu à partir du mois d'avril 1791, après le départ de son supérieur. La taverne du village est comme l'église, un centre de la communauté dont le rôle est important en 1792. C'est par là que se sont répandues les idées qui ébranlèrent la France autant que par l'église. Les quelques commerçants et artisans du village, amenés de par leur métier à des contacts plus fréquents avec la ville ou le bourg voisin, étaient aussi les porteurs des idées nouvelles. L'auberge de l'épée nationale, tenue par un dénommé Gabriel Bertin, premier maire du village, élu le 6 février 1790, n'est pas des meilleures réputations. Elle est vouée, comme tous les soirs, au désordre et au chahut. Les hommes, venus d'on ne sait où, s'échouent là en quête de vin et de plaisir. Les voyageurs s'y arrêtent pour la nuit, mais sont souvent victimes de malveillance et de détroussage. Les buveurs de Franconville s'y retrouvent en compagnie de filles de mauvaise vie. Les bagarres éclatent à propos d'un rien. C'est une période improbable que traverse la France, et la vallée de Montmorency n'y échappe pas. Certains règlements de compte et exécutions sommaires se produisent en toute impunité, jouant de prétextes fallacieux. Mais Franconville devient tout de même un lieu de résidence recherché. De belles demeures se construisent et de riches familles bourgeoises ou nobles viennent s'y installer ou séjourner. Quelques résidents ou visiteurs célèbres ont laissé un souvenir de leur passage. L'homme d'État américain Benjamin Franklin, l'astronome Jean-Dominique Cassini et bien d'autres encore. Parmi les résidents franconvillois, Antoine Alexis Cadet de Vaux et son épouse Louise de Laplace sont les plus célèbres. Né à Paris le 11 janvier 1743, il devint pharmacien-chef du Val-de-Grâce et professeur de chimie à l'école vétérinaire d'Alfort. Il est le frère de Louis-Claude Cadet de Gassicourt, lui-même chimiste et pharmacien. Il achète le 22 août 1788 un château qui fut construit par la famille Becquet sur un vaste terrain. Antoine Alexis Cadet de Vaux lui laissera d'ailleurs son nom. Depuis 1790, il est à la tête de la garde nationale, une sorte de garde civique pour protéger les habitants d'une certaine insécurité qui règne depuis 1790, due essentiellement à des épisodes de disette, voire de famine, entraînant de grandes misères. En cas d'effervescence, il rétablit le calme et surtout veille à la concorde générale en organisant des fêtes dans son domaine. Il prend également une part active au niveau départemental en devenant en 1791 représentant du canton de Taverny, puis président du Conseil général de la Seine-et-Oise nouvellement créé. Mais en cette année 1792, les événements se durcissent. M. Cadet de Vaux se met alors un peu en retrait de la vie politique.
Il s'occupe surtout de concerts avec Antoine Parmentier, d'expériences et de publications relatives à la salubrité publique, à la culture des vins et aux aliments économiques. Ami de Benjamin Franklin lors de son séjour en France en tant qu'ambassadeur des États-Unis, il fonda en 1777 le Journal de Paris, qui prospéra longtemps entre ses mains. Il fut membre de la Société académique des sciences et membre de la Société royale d'agriculture de Paris à partir de 1787. Inspecteur de la salubrité, il s'occupa de l'assainissement des prisons et des hôpitaux, des fosses d'aisance ou encore de la suppression du cimetière des Innocents de Paris. La fosse commune atteint alors plus de 10 mètres de profondeur. La situation amène même Voltaire, dès 1765, à critiquer les autorités religieuses qui persistent à enterrer des morts de façon aussi inconséquente pour la santé du peuple. Le 30 mai 1780, le mur d'une cave de la rue de la Lingerie, contiguë au cimetière, cède sous la pression des milliers de cadavres contenus dans la fosse commune. Monsieur Cadet de Vaux ordonne la fermeture définitive du cimetière. 5 ans plus tard, les ossements seront déplacés dans des carrières souterraines. Aujourd'hui, les catacombes de Paris. Il s'agit en réalité d'un ossuaire. Face au domaine de Monsieur Cadet de Vaux, de l'autre côté du chemin d'Hermont, à l'entrée du village, la maison de Monsieur de la Cronière, actuelle maison Sugère. De noblesse parlementaire, ancien conseiller à la cour des aides, Monsieur Michel Velu de la Cronière est devenu le plus cossu propriétaire du village en entrant par le mariage avec Françoise Jeanne Lepère, qui lui apportait en dot cette grande demeure. Velu de la Cronière figurait encore parmi les conseillers honoraires dans l'Almanach royal de 1790. Louis XVI à Versailles faisait des serrures, Monsieur de la Cronière, lui, meublait ses loisirs à Franconville en fabriquant des coucous et des pendules. Il se passionne en outre pour les collections d'oiseaux empaillés et les insectes. Les Franconvillois avaient adopté leur cahier de doléances le 14 avril 1789, en 22 articles, sous la présidence de Guillaume Bouju, procureur fiscal. Citoyens, je vous en prie, cessons-là ces propos quelque peu déplacés en ces instants-ci tourmentés. Oh, cessez, voulez-vous, monsieur Bouju, de nous appeler citoyens? C'est grotesque, je ne m'y ferai jamais. Il le faudra bien pourtant, monsieur de la Cronière. Avec un roi emprisonné, une guillotine qui ne fonctionne que trop, l'amertume risque d'être sévère pour le noble que vous êtes. Et si je puis vous donner un conseil, gardez votre fougue et vos opinions pour vous. La délation va bon train en ce pays. Ils sont en grande majorité partisans d'un nouvel ordre social, économique et politique, et se déclarent prêts à y participer. Ils demandent notamment la suppression des droits de péage successifs perçus sur la route de Normandie, en particulier celui du travers de Franconville. La propriété de Cadet de Vaux est vaste. Bien que bon gestionnaire, Cadet de Vaux n'est pas homme de profit. La domesticité qu'il emploie est réduite à 2 personnes. Sa situation financière le conduit donc à louer une partie de sa demeure et la maison du gardien. Le premier locataire est un artiste, Louis-Rémy Bourdois, qui décède à l'âge de 35 ans. Le second locataire arrive le 1er novembre 1792. Il s'agit d'un certain Jacques César Riston.
Celui-ci a un comportement assez étrange. Il appartient à la section du Luxembourg de Paris et est venu se réfugier à Franconville. Quel était le pour toi, citoyen? À boire et à manger, brave homme. Et peut-être le coucher. Une soupe de haricots, du pain, du fromage et ma cuvée. Ça te va, voyageur inconnu? Riston. Jacques César Riston. Homme de loi. Secrétaire greffier du comité de sûreté générale. Le citoyen Riston compte-t-il rester longtemps à Franconville? Quelque temps, en effet. Dis-moi, je suis à la recherche d'une maison à louer dans le coin. Où peut-on trouver ça? Il y aura peut-être bien un petit quart du village, à la sortie du bourg, sur la route des Reins. Comment il s'appelle, ce pharmacien? Cadet de Vaux. Il reçoit beaucoup, et notamment des personnes inconnues de la municipalité, dont deux Lorrains tout aussi énigmatiques. Il semblerait que ces gens soient des sans-culottes, nom sous lequel se désignent à partir de 1791, au début de la Révolution française, des agitateurs issus du petit peuple d'artisans, de commerçants et d'ouvriers. Ils veulent de la sorte se différencier des aristocrates et des bourgeois qui portent des culottes de soie, tandis qu'eux-mêmes se contentent de pantalons de toile. Leur chant favori est la carmagnole. Ils portent parfois un bonnet rouge. Augustin Candace, maître chirurgien, exerça dès 1761 dans le canton de Taverny, puis vint s'installer à Franconville. Son action auprès des paysans n'est ni très importante ni très efficace. Augustin Candace est un bourgeois franc-maçon qui, grâce à l'amitié personnelle de François-Nicolas Vincent, secrétaire au club des Cordeliers, a ses entrées au ministère de la Guerre. Silence! L'heure n'est pas aux revendications. Nous avons eu un automne bien humide. Les labours n'ont pas été faits en saison. Les semences sont tardives. Ce sont autant de circonstances défavorables à la végétation et propres à développer la carie. Afin d'en diminuer l'importance, Monsieur Cadet de Vaux annonce qu'il choulera dimanche prochain, conformément au procédé indiqué dans l'instruction publiée par le département de la Seine-et-Oise. Et il invite tous ses concitoyens à participer à cette opération. Le chaulage de semences avant plantation pour détruire certains parasites se fait à la pelle de manière que le blé soit bien humecté de chaux. Ce blé sera ensuite semé en octobre. La carie me sort par les yeux. Et je me demande comment j'ai le courage de m'en occuper encore. Vraiment, je ne comprends pas cette indifférence du cultivateur. Antoine Augustin Parmentier est un pharmacien militaire, agronome, nutritionniste et hygiéniste français. Né à Montdidier le 12 août 1737, il est le précurseur de la chimie alimentaire et de l'agrobiologie. Parmentier va aussi promouvoir la pomme de terre en organisant des dîners où seront conviés des hôtes prestigieux, tels que Benjamin Franklin ou Lavoisier. Ils assistent le 29 octobre 1778, devant les fours de la boulangerie de l'Hôtel des Invalides, à l'enfournement du pain à base de farine de pommes de terre. Bien que le résultat gustatif se révèle médiocre, le Journal de Paris relate l'événement
comme la découverte la plus importante du siècle. Et cette opération publicitaire est l'occasion pour Parmentier de publier Le Parfait Boulanger ou traité complet sur la fabrication et le commerce du pain. En compagnie de Cadet de Vaux, il va tenter d'améliorer la qualité du pain distribué dans les hôpitaux et les prisons, en imaginant une nouvelle méthode de panification. Il sera du reste, avec ce dernier, l'un des fondateurs en 1780 d'une école de la boulangerie rue de la Grande Truanderie à Paris. Rappelez-vous, l'école de la boulangerie. Combien de temps avons-nous mis à persuader tous ces artisans qu'il fallait limiter les quantités de son dans le pain, afin qu'il soit plus digeste, moins lourd et moins altérable. Et puis, rappelez-vous aussi, monsieur Le Castris, qu'il a fallu convaincre avec notre biscuit de mer. Pensez si je m'en souviens. Je revois la tête que faisaient certains quand ils ont appris que mon pain était encore intact après 6 mois de traversée vers les îles. Oui, il n'empêche que les généraux n'en ont pas voulu. Ça dérangeait probablement beaucoup d'agioteurs. Dites-moi, mon ami, Oui. vous parliez de panification. Or, nous avions associé de la fécule de pommes de terre à la farine de blé. C'est vrai. La pomme de terre, à votre avis, ne pourrait-elle pas être un aliment de substitution? Tout à fait. Si je comprends bien ce que vous voulez dire, vous souhaiteriez réaliser la plante de pomme de terre pour enrayer la disette. D'autant plus que la particularité de la pomme de terre, c'est de pouvoir pousser n'importe où. Il vous serait possible de me procurer des tubercules pour que je puisse en faire la culture? Là encore, il vous faudra convaincre la population. C'est pas un problème. Je vais proposer au curé, dimanche à la messe, de distribuer du pain de ma confection, au lieu du pain béni. Hein? Bonne idée. C'est ainsi que le dimanche suivant, la distribution eut lieu. Celle-ci, véritable providence, éclaira la population sur la valeur nutritive de la pomme de terre. Bientôt, toutes les familles franconvilloises s'empressèrent de demander à Cadet de Vaux des tubercules pour les cultiver. Ce jour-là, Cadet de Vaux avait repris espoir. Nous avons simplement la certitude d'être gravement menacés. Et vous aussi. Car vous aviez de bonnes relations avec Condorcet et Benjamin Franklin, que vous avez reçus ici, bien des fois dans votre domaine. Alors vous pensez qu'on peut me reprocher d'avoir appartenu à la loge des 9 sœurs? C'est ça? Mais il y a 10 ans de cela. Et alors? J'étais un adepte de passage, rien de plus. Et depuis, mais enfin vous le savez bien, mes travaux ont été surtout scientifiques et pas politiques. François-Nicolas Vincent, né en 1767 à Paris. Fils d'un concierge de prison, il est clerc de procureur pendant 5 ans. Au début de la Révolution, il vit misérablement dans une petite chambre de Paris, rue de Tournon. Il est l'un des premiers membres du club des Cordeliers. Il y occupe la charge de secrétaire greffier. Benjamin Franklin, né le 17 janvier 1706 à Boston.
est un imprimeur, éditeur, écrivain, naturaliste, inventeur et homme politique américain. Il participe à la rédaction et à la déclaration d'indépendance des États-Unis, dont il est l'un des signataires, ce qui fait de lui l'un des pères fondateurs des États-Unis. Pendant la Révolution américaine, il négocie en France, en tant que diplomate, non seulement le traité d'alliance avec les Français, mais aussi le traité de Paris. Délégué de la Convention de Philadelphie, il participe à l'élaboration de la Constitution des États-Unis. De toutes ses activités, il affirmera qu'il préfère que l'on dise de lui « Il a eu une vie utile » plutôt que « Il est mort très riche ». Il décède le 17 avril 1790 à Philadelphie. Antoine Laurent de Lavoisier, né le 26 août 1743 à Paris, est un chimiste, philosophe et économiste français. Il a annoncé la première version de la loi de la conversion de la matière, démit la théorie phlogistique, baptisée l'oxygène et a participé à la réforme de la nomenclature chimique. Il est souvent fait référence à Antoine Laurent de Lavoisier en tant que père de la chimie moderne. Si Jacques César Riston a mis en place son comité de surveillance dans la commune de Franconville, il existe aussi une société populaire fondée par un certain Dufour. Celle-ci est affiliée aux sociétés des Cordeliers et des Jacobins. Un beau matin, Dufour disparaît. Candace, maître chirurgien du village de Franconville, est plus occupé à la politique que de son métier. Il est parvenu à succéder à Cadet de Vaux comme commandant de la garde nationale. Il lui est donc facile de se faire nommer agent du pouvoir exécutif pour Franconville à la place de Dufour et de prendre en main la société populaire. Qu'en est-il exactement? Est-ce un fervent jacobin? Un espion? Personne ne sait véritablement répondre à cette question. Toujours est-il que le comité de surveillance animé par Jacques César Riston et la Société populaire semble être liés par les mêmes opinions. Cependant, en ces temps tumultueux, on comprendra aisément que chacun cherche à tirer son épingle du jeu, en quête de profit, en quête de pouvoir, ou tout simplement pour sauver sa peau. Augustin Bon Joseph de Robespierre, communément nommé Augustin Robespierre ou Robespierre le Jeune. C'est un avocat et un homme politique français, député de Paris à la Convention nationale en compagnie de son frère aîné Maximilien, né à Arras le 21 janvier 1763. Le destin d'Augustin est étroitement lié à celui de son frère. Il le suit dans ses idées et, bénéficiant de la popularité de ces derniers, entame lui aussi une carrière politique. D'abord à Arras, puis à Paris. Voici un ordre de réquisition du comité de salut public. Il concerne la saisie des biens de l'Église, tant en œuvres d'art qu'en biens de toutes sortes. Comme premier secrétaire du comité, je vous donne l'ordre, au nom de la patrie, de faire saisir toute valeur superflue aux biens du culte, ainsi que tout bien de jouissance appartenant aux anticonstitutionnels. L'acte que je vous remets devra être intitulé « Distribution de biens nationaux aux pauvres dans l'art public », qu'il soit publié dans toutes les mairies. Vous et vos hommes vous assurez du bon déroulement des opérations et m'en rendrez compte personnellement. Ah, je comprends votre étonnement. Mais les Vendéens menacent la Constitution et il va nous falloir des moyens bien plus convaincants que des prières, croyez-moi. La patrie nous appelle, c'est un devoir que de lui répondre. Nous avons obtenu la liste complète d'une loge franc-maçonnique.
Que faut-il en faire? On est raccourci, on est pur. Pensez à la France et l'avenir. Un avenir sans parasites. Les Girondins, les Vendéens, les francs-maçons ne sont que des parasites. Mais il faut que je vous dise qu'il s'agit de la loge franc-maçonnique des 9 sœurs, dont Lavoisier fait partie. Il y aurait en outre un certain Candace. Vous voulez dire ce médecin ami de Danton? Précisément, celui-là même. Alors prudence. Je vais en parler à Maximilien. Je vous aviserai plus tard. Paris, 21 janvier 1793, 10h. Le roi est descendu de la voiture du maire qui l'a conduit du Temple à la place de la Révolution. Les boutiques sont fermées. Paris est silencieux et glacé. Un bataillon de fédérés marseillais sépare la foule de l'échafaud. Son secrétaire note ses dernières paroles. « Je suis innocent. Je pardonne à mes ennemis. » La tête du roi est séparée de son corps. L'un des bourreaux la montre à la troupe. Un seul cri perce ce matin froid. « Vive la République !» La France a osé. Elle vient de commettre le meurtre le plus effrayant de son histoire. Parricide et sacrilège. Le roi n'est-il pas un père qui tient son pouvoir de Dieu? Quel poids a cette lame? Les soldats sautent de selle et vont tremper leur épée dans le sang royal. Superstition, défi, conjuration d'un mauvais sort. Ces murs ont des oreilles, et elles ont entendu toute la Révolution. Chaque jour, dans cet ancien couvent, de 17h à 12h, ceux et celles qui ont voulu parler ont pu le faire. Dans leur club, les Jacobins ont essayé de vivre en démocratie. Ils se sont sentis chargés d'une mission essentielle, mais impossible. Être à la fois les porte-paroles du peuple et ceux de la bourgeoisie. Jacobins et sans-culottes réclament une justice efficace et plus rapide. Le tribunal révolutionnaire, créé en mars, donne l'exemple. Le 5 septembre 1793, l'avocat Bertrand Barrère, membre du comité de salut public, le gouvernement républicain, demande à la Convention nationale de prendre toutes les mesures propres à sauver les acquis de la Révolution. L'Assemblée met la terreur à l'ordre du jour. La chasse aux suspects. Savez-vous ce que je suis en train de rédiger? La loi des suspects. Vos idées sont les meilleures. La Révolution, il est vrai, est alors menacée de toutes parts. L'exécution du roi et la persécution des prêtres ayant retourné contre elle l'opinion de la plupart des Européens et des Français. Le dimanche 10 mars 1793, la Convention décrétait la levée en masse de 300 000 hommes pour protéger les frontières. Le 28 mars, à l'instigation de Danton, Robespierre et Marat, elle institue un tribunal criminel extraordinaire, plus tard appelé tribunal révolutionnaire, pour juger les traîtres à la patrie et les opposants au nouveau régime républicain. Aujourd'hui, le comité de salut public vous fait savoir qu'il sera fait honneur et mention à tout concitoyen qui, de par ses déclarations, aura permis à la nation de châtier les ennemis de la République. Il est de votre devoir de dénoncer tout contrevenant à l'ordre d'égalité et de fraternité. C'est faire acte de justice et de liberté que de dénoncer tout individu suspect ayant fait profit plus que de raison. Il est de votre devoir de dénoncer toute personne qui, de par ses opinions, insulterait l'honneur de la patrie ou qui, de par ses javissements, nuira au bien du peuple. Antoine Fouquier-Tinville, magistrat impitoyable, assume la charge d'accusateur public. Il va user dès lors de son autorité pour envoyer à la guillotine aussi bien d'innocents suspects que Charlotte Corday, meurtrière de Marat, l'ex-reine Marie-Antoinette ou les chefs de la Révolution comme ses propres amis,
Danton, Robespierre et même son cousin, Camille Desmoulins. Autant dire que tout le monde est menacé. En 11 mois, septembre 1793, juillet 1794, la terreur va jeter un voile sanglant sur la Révolution française. La Révolution à Franconville est en effet marquée par ces années. Organisons des impressions de pétition pour que le nom de la commune s'appelle désormais Franconville, la Libre, au lieu de Franconville-la-Garenne. Trop aristocratique. Ouais. Et Franconville-la Libre. D'autres changements de nom se produiront. Le parc du château de Cadet-de-Vaux est rebaptisé l'enclos des Républicains. À Franconville aussi, les événements se précipitent. C'est ainsi que le curé Pierre Leplanquet voit son église dépouillée de tout matériel en or et argent. Toutes pièces portant encore le lys, signe monarchique, sont immédiatement réquisitionnées. Des tableaux, des drapeaux, des livres sont brûlés en place publique. Les cloches sont fondues pour fabriquer des canons. Le curé, Pierre Leplanquet, visiblement lassé par tous les excès vécus au cours des mois précédents, quittera Franconville pour la Vendée en février 1794. L'été passe. Les récoltes sont mauvaises. Les blés de Cadet-de-Vaux sont les seuls qui ont résisté à la carie. La démagogie avait pénétré peu à peu l'esprit de cette population jadis si paisible, mais dont l'ignorance fut une proie facile pour les agitateurs. Les greniers et les magasins se vident de leurs marchandises. Chacun achète tout ce qu'il peut pendant qu'il est temps et les paysans dissimulent leurs récoltes plutôt que de les vendre à vil prix. Le gouvernement tente de réagir en appliquant des peines très dures aux contrevenants, y compris la prison et la guillotine. Le comité de salut public décide d'accentuer la répression dans une fuite en avant quelque peu schizophrène. Louis-Antoine Saint-Just dira lui-même « Il n'y a point de prospérité à espérer tant que le dernier ennemi de la liberté respirera. Vous avez à punir non seulement les traîtres, mais les indifférents. Vous avez à punir quiconque est passif dans la République et ne fait rien pour elle. » Pour le peuple des villes et des campagnes, c'est un crime que de lui parler de pommes de terre en cette époque de disette factice qui prête son secours à la Révolution. En l'an 2, les apôtres de la pomme de terre sont suspects au peuple. Il est prudent que mon ami Parmentier voyage, il n'en deviendra pas le martyr.
De mon côté, j'ai récolté 50 setiers par arpent. On les a plantés à la charrue et sans engrais. La récolte a eu lieu lorsque déjà la disette se prononçait dans Paris. Mais pourquoi m'a-t-on dénoncé pour avoir cultivé cette année des pommes de terre à la place du froment? Ce peuple, pourtant si généreux, ne s'aperçoit pas qu'il sert un intérêt qui n'est pas le sien. Notre état d'anarchie fait reculer les peuples policés. Les propriétés publiques et privées sont violées, les bois dévastés, les pouvoirs méconnus, les autorités avilies, les marchés livrés au pillage. Ces mots ont pour cause principale les écrits incendiaires qui agitent le peuple. À qui tout cela profite-t-il? Ah Dieu, il est vrai que les bons esprits forment communément la minorité. Oh Louise, comme il est vrai que je suis un philanthrope. Et pourtant... Cadet de Vaux a tenté à maintes reprises de limiter les faits et actions qui prenaient une tournure de violence. Un soir, il se rend dans les appartements qu'il loue à Jacques César Riston. Sa fureur l'emporte. Il demande alors à ce dernier de quitter les lieux, s'estimant désabusé. Ses manières sont peu du goût de Cadet de Vaux. Aussi, Riston préfère-t-il abandonner son logement et se faire attribuer le gardiennage de la maison du marquis de Mions, déclaré émigré. Bien qu'il soit secrétaire greffier du comité de sûreté générale de la commune, il est arrêté le 7 août 1793 par les commissaires du comité révolutionnaire de la section du Luxembourg. Le 6 septembre 1794, Riston déclare dans son ouvrage « Preuve de ma résurrection » avoir été mêlé à l'affaire du collier de la reine. Suspect pour avoir acheté le mémoire de la femme Lamotte, qui dévoilait les turpitudes de la dernière cour, au prix de 4000 livres, et de l'avoir vendu 32 000 livres à la porte, intendant de la liste civile, qui le fit brûler à Sèvres. Vite déçu par le comportement de ses semblables et par la vie politique, il se consacre à combattre la famine, à des recherches dans le domaine de l'agronomie, fait de multiples expériences et de nombreuses découvertes. Il est l'instigateur des premiers comices agricoles. La municipalité de Franconville persuada Cadet de Vaux de s'exiler quelque temps afin de laisser passer l'orage. Monsieur, je vous prie de considérer avec la plus grande attention l'objet de notre requête. Comme vous constatez, le règne de la terreur est arrivé. Le triste citoyen que vous avez eu pour locataire est commandité par une conspiration anti-révolutionnaire qui a pour chef Robespierre et Saint-Just. Vos jours et votre famille sont menacés. Nous vous conjurons à la retraite en des lieux plus paisibles. En résumé, vous me proposez de fuir. Fuir ma maison. Fuir mes travaux. Non, messieurs. Je ne vous suis pas dans votre raisonnement. Je me suis intéressé, il est vrai, à la politique de ce département, de cette commune, mais c'était simplement pour des actions de salubrité publique. Qu'est-ce qu'on peut me reprocher aujourd'hui? Qu'ai-je à craindre? Je reste ici. Cela dit, je comprends votre inquiétude. Les francs-maçons et les indulgents sont menacés d'exécution, les prêtres chassés de leurs églises et on envoie les jeunes à la guerre. Mais que voulez-vous que l'on demande à un homme de 50 ans? Ici, je peux être utile. La famine va faire des ravages. De tous les blés du canton, il n'y a que les miens qui soient consommables.
Ma présence est impérative pour veiller sur mes plantations de pommes de terre. C'est elles qui remplaceront le froment qui nous fera cruellement défaut, ainsi qu'à toute la population. On n'en finirait pas d'énumérer les innombrables bienfaits dont il est l'auteur. Ne lui doit-on pas la première signalisation routière de France? Proposé à l'Académie des sciences au siège de Martin Selle, sa candidature n'est malheureusement pas retenue. Sa probité est à toute épreuve. Chargé d'expertiser une importante cargaison de tabac importé, il les reconnaît avariés. La compagnie chargée de cette fourniture lui propose 100 000 francs s'il veut modifier son rapport. Il refuse et fait jeter les tabacs à la mer. Les dernières années de Cadet de Vaux ne sont pas très heureuses. Il croit pouvoir terminer ses jours dans son domaine de Franconville qu'il a amoureusement cultivé et où il s'est livré à de nombreuses expériences. Cadet de Vaux, couvert de dettes, ne voit pas d'autre solution que de vendre sa maison avec toutes ses dépendances le 13 juin 1821. Il se retire d'abord dans son domicile parisien, puis va s'installer en 1827 chez un de ses fils, Benjamin, qui s'est improvisé marchand de papier à Nogent-les-Vierges. Il y arrive malade et meurt un soir de l'année 1828 à la suite d'une attaque d'apoplexie. Pendant longtemps, sa tombe sera marquée d'un marbre noir, rappelant par sa sobriété la vie toute simple qu'il a toujours menée. Aujourd'hui, on chercherait vainement ce tombeau. Toute trace en a disparu, sans doute à la suite des bouleversements opérés dans cette région par 2 guerres successives. En 1800, Beugnot, secrétaire général du ministère de l'Intérieur sous Lucien Bonaparte et chargé de l'établissement des préfectures, avait compris Cadet de Vaux sur ses listes de candidats. Voici dans quels termes il l'avait recommandé. Ex-président du département de Seine-et-Oise, il a appliqué à des sujets d'utilité publique des connaissances assez étendues en chimie. On lui doit des établissements respectables. C'est un homme de bien, tourmenté du besoin de bien faire. Cependant, il faut le dire, vos idées ne sont pas toujours accueillies par vos concitoyens. La chimie, la médecine, l'économie, l'hygiène, la politique, la littérature, l'agriculture, que sais-je encore que vous n'ayez pas fait? On ne trouvera nulle part une probité plus franche, un zèle plus actif, un désintéressement plus complet. Il aime la liberté et il l'a bien servi. Quant à moi, je vous aime. Et André Vaquier de conclure sa magnifique étude très détaillée du personnage très touchant de Cadet de Vaux à Franconville. Nous croyons ne devoir rien ajouter à cette note de Beugnot qui, dans sa concision, résume bien toute la vie de probité et de conscience honnête de ce grand philanthrope.